Monsieur le Président et cher Monsieur Legutko, Mesdames, Messieurs, chers amis de la famille, vous m'avez invité à partager quelques réflexions sur la manière dont la politique européenne pourrait soutenir la famille. Je dois m'excuser, je ne suis pas dans cette salle. Je suis à ce moment à Londres à l'enterrement de ma tante. C'est des moments où chaque famille resserre ses liens et je fais de même avec ma famille. J'ai donc décidé de vous adresser par cet écran. J'espère que vous êtes bien arrivés à Bruxelles. Chers amis de la famille, il est inutile de vous dire que la famille incarne le lieu où les enfants se socialisent. L'intégration européenne est très loin d'être achevée. Il y a beaucoup de travail. Souvent, dans les différentes procédures politiques, la famille risque de perdre sa place ou bien de faire l'objet de considérations malveillantes. Je fais appel à vous. Nous avons besoin de votre soutien pour achever une union qui reconnaisse la place primordiale de la famille pour son avenir. Nous avons besoin des associations familiales qui encouragent des décideurs politiques à aller plus loin. Il faut positiver la famille. C'est notre tâche commune. Chers amis, la différence est énorme entre les ambitions politiques et la réalité institutionnelle ici à Bruxelles et à Strasbourg. La lutte en faveur d'un plus grand respect pour la famille dans des politiques européennes me rappelle la réflexion du vieux rabbin. Nous n'allons pas vivre une guerre, mais la lutte pour la paix sera si intense qu'aucune pierre ne restera à sa place. Je vous donne un exemple concret. Au Parlement européen, les 736 députés répartis dans 27 délégations nationales et 7 groupes politiques essayent depuis 2 années de trouver une position commune relative à l'amélioration du congé de maternité. Nous sommes tous assez d'accord pour protéger les femmes enceintes et les jeunes mamans ainsi que leurs enfants. L'idéalisme ne coûte pas cher. En revanche, si nous voulons graver dans l'acquis communautaire la vraie valeur ajoutée du modèle social européen, les décideurs à Bruxelles et dans les capitales entrent dans une résistance impressionnante. Toutes les institutions nationales et européennes se déclarent d'accord sur l'impératif de faire face aux défis démographiques. Nul n'ignore plus à présent la menace de voir s'effondrer la longévité des systèmes de sécurité sociale. Mais les opinions divergent sur la manière dont il faudrait rassurer les jeunes femmes et, partant, les jeunes pères de famille sur la sécurité économique et financière liée à la naissance d'un bébé. Au fond, se pose ici sans moralisme la question de vraie valeur ajoutée du modèle social européen. Se pose également la question de reconnaître officiellement le simple fait que c'est bien la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme qui assure l'avenir des futures générations. Quel coût la société dans son ensemble est-elle prête à payer pour que les mères de famille puissent s'occuper de leurs nouveau-nés? Quel coût la société dans son ensemble est-elle prête à payer pour que le capital humain des enfants puisse se développer de la petite enfance? Ainsi, le projet de fonder une famille et d'accueillir des enfants s'articule dans le monde politique, tout d'abord autour d'une équation entre coût et profit. Or, personne ne fonde sa famille pour des motifs de l'argent, du profit ou de la rente. Les institutions européennes sont incapables d'appréhender les citoyens autrement qu'en tant qu'employés, contribuables intégrés dans une relation professionnelle. Mais l'histoire de mon pays, la Slovaquie, démontre qu'il ne suffit pas d'être intégré dans un collectif de travailleurs pour être heureux. Chers amis, un deuxième exemple reflète la politique européenne à l'égard des femmes et le travail précaire, ainsi que le droit au revenu minimum garanti. Toute vie familiale doit pouvoir se fonder sur des conditions économiques et financières décentes. Il faut raison garder, sans argent,
en poche ni sur le compte en banque, toute vie familiale sera invivable. C'est pourquoi la politique est autorisée à prendre des mesures politiques pour combattre le travail précaire. Toutefois, n'essayez pas de vous imaginer la dure lutte au sein des commissions compétentes pour introduire dans ces rapports la notion du travail de la femme au foyer. À présent, c'est encore impossible. La politique institutionnelle discrimine les mères des familles parce qu'elle refuse le libre choix entre des alternatives équivalentes. La politique européenne oblige les femmes à travailler formellement dans un emploi rémunéré avec un revenu minimum garanti. Mais la politique ignore que la femme travaille toujours, même à la maison, et même aussi si son travail à la maison la rend heureuse. Un dernier exemple concerne un rapport étudié actuellement à la Commission des femmes. Ce rapport est lié à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle pour combattre la délinquance juvénile. Au fond, la question se pose dans les termes suivants. Les politiques de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle permettent-elles vraiment que les parents soient davantage disponibles pour la famille? L'observation quotidienne démontre que la flexicurité ambiante ne le permet plus. Il est toutefois indispensable de reconnaître en termes économiques chiffrés l'investissement des mères et des pères dans l'éducation de jeunes en tant que véritable investissement au profit du bien commun et dans le bien-être des futures générations. Or, en absence d'une preuve chiffrée, cet investissement n'est pas valorisé et les politiques de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes n'en tiennent pas compte. En conclusion, la politique peut-elle contribuer à l'inclusion de la famille? D'abord, elle peut à nouveau rendre justice à la femme, à l'homme et à la famille. La politique doit positiver la famille. Nous tous, nous devrions parler positivement de la famille et des rôles du père et de la mère, des grands-parents pour l'avenir des enfants. Nous faisons face aux défis démographiques. Nous cherchons à maintenir la valeur ajoutée du modèle social européen. Nous voulons combattre les inégalités sociales. Nous voulons équilibrer les politiques de la conciliation pour permettre un vrai choix entre des alternatives équivalentes. Mais nous avons peur d'évoquer la famille. Dans les discours institutionnels publics, la famille apparaît plutôt comme frein à l'individualisation sur le marché de l'emploi. Les enfants comme frein de la libre circulation. Au lieu de soutenir le mariage, la Commission européenne met en place un programme pour faciliter le divorce. Rien de positif. C'est la raison pour laquelle nous combattons aujourd'hui la situation démographique. Trop longtemps, l'opinion publique a déqualifié la famille et la responsabilité parentale au profit d'une notion de liberté mal comprise. Aujourd'hui, nous en payons les conséquences. L'impression se fait sentir que la politique s'occupe de la famille, c'est pour éviter des problèmes. Mais aujourd'hui, c'est l'absence de la famille qui est problématique. C'est pourquoi la politique devrait parler de manière positive de la famille. Je ne parle pas d'un romantisme déplacé. Je suis moi-même mère de 2 grandes filles et grand-mère de plusieurs petits-enfants. Et j'ai encore mon mari, c'est depuis 40 ans le même. Donc, je connais la situation de ma propre cuisine. La politique aujourd'hui fait croire que la famille et l'éducation des enfants représentent d'abord des problèmes dont il faudrait débarrasser. Si déjà des enfants représentent un frein à l'épanouissement comme père et comme mère, c'est plus facile d'externaliser leur éducation. Pourtant, la famille est le lieu principal de la formation des générations futures. Tous sont d'accord pour l'admettre, mais aucun décideur politique n'a le courage de prendre des décisions pour traduire dans des actes concrets le soutien à la famille.
Ce sont là les limites des politiques nationales pour la famille. Aussi longtemps que la mère n'est pas reconnue dans sa tâche première aux côtés de son enfant, aussi longtemps que l'investissement maternel et paternel pour l'éducation des enfants n'est pas reconnu au titre d'investissement dans les générations futures, aussi longtemps la situation ne s'améliore pas. C'est pourquoi je vous dis, nous avons besoin de vous, faites entendre votre voix et venez à la rencontre de vos députés européens pour leur expliquer la discrimination à laquelle la famille est exposée aujourd'hui. Je vous remercie.